Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi d'abord de vous remercier pour être venus à cette réunion. Permettez-moi de remercier Peter Gonda de l'avoir organisée dans le cadre prestigieux de cette série de conférences. Et je voudrais aussi, bien sûr, remercier les sponsors qui l'ont rendu possible, l'ambassade de France et les deux orateurs que nous venons d'entendre. La Slovaquie est, d'un certain point de vue, un modèle pour les vieux pays de l'Europe, parce que, d'une manière impressionnante, elle a effectué un retour, tout simplement, au capitalisme. Et j'éprouve donc quelques difficultés à venir ici parler des mérites du capitalisme, alors que vous pouvez vivre vous-même, concrètement, ses mérites. Cette expérience des années récentes m'incite à penser que le capitalisme est naturel pour les êtres humains et qu'ils sont capables de s'y adapter rapidement. Mais malgré tout, le capitalisme est bien souvent attaqué, il est souvent mal compris. Et cela justifie, me semble-t-il, que nous en discutions ce soir. Les événements du XXe siècle, ceux qui ont permis en particulier la chute du communisme et le retour à la liberté, sont des événements extraordinaires. Mais il y a deux paradoxes assez étranges. Le premier, c'est qu'il semble tout d'abord qu'il ait été plus facile de sortir du communisme que d'entrer dans l'Union européenne. Et je regrette pour ma part qu'il ait fallu tant de temps et que les portes de l'Union européenne ne se soient pas ouvertes immédiatement aux pays qui venaient de sortir du communisme. Je crois que l'une des raisons, c'est que l'on fait des erreurs sur la compréhension, la conception de l'Union économique, mais c'est un sujet que je n'aborderai pas ce soir. Le deuxième paradoxe, c'est précisément qu'en dépit de cette preuve extraordinaire par l'expérience et par les faits, en dépit donc de ce changement désiré et désirable d'un système collectiviste à un système de liberté individuelle et de capitalisme, le capitalisme reste très critiqué dans nos pays européens. Et j'y vois deux raisons. La première raison, je la vois en particulier dans un pays comme le mien, c'est que beaucoup de gens qui ont si longtemps défendu le collectivisme ont du mal à accepter ce changement et ils sont presque d'autant plus virulents contre le capitalisme qu'ils ne veulent pas avouer leurs erreurs passées. La deuxième raison, c'est que nous avons vu dans les années récentes un certain nombre d'événements qui ont donné le sentiment que le capitalisme était fondamentalement instable et que par ailleurs il était immoral. Je pense bien évidemment à des événements comme la faillite spectaculaire de certaines entreprises telles que Enron, WorldCom aux États-Unis, mais aussi à des faits beaucoup plus quotidiens. Par exemple, bien souvent, on nous annonce que telle ou telle grande entreprise licencie un grand nombre de gens et on a le sentiment qu'il y a une certaine dureté de cœur de leur part. Excusez-moi, je vais prendre ma montre parce que si je n'ai pas ma montre, je risque de parler beaucoup trop longtemps. Et je voudrais donc en particulier m'interroger sur ces deux critiques qui sont adressées au capitalisme, son instabilité et son immoralité, et bien évidemment, puisque le titre de ma conférence, c'est pourquoi nous avons besoin du capitalisme et de la concurrence, bien évidemment, mon propos consistera à démontrer d'une part qu'il n'y a pas d'instabilité inhérente au capitalisme et d'autre part
qu'il n'y a pas d'immoralité du capitalisme, bien plus. Je crois que le capitalisme est le seul système qui ait des fondements éthiquement justifiés. Alors, je viens de citer l'affaire Enron aux États-Unis. Elle est emblématique, et chaque fois qu'on parle du capitalisme, quelqu'un vous dit, mais regardez Enron, cette faillite frauduleuse et terrifiante, et il faut par conséquent, non pas nécessairement sortir du capitalisme, mais au moins le réguler, l'endiguer. Et cette seule affaire, à elle seule, semble justifier toutes les critiques que l'on adresse au capitalisme. Et c'est pourquoi je voudrais, en commençant, évoquer cette affaire Enron et peut-être la réinterpréter. Je rappelle d'ailleurs rapidement ce que faisait Enron. Enron, c'était initialement une petite entreprise qui s'occupait de produire et de distribuer de l'énergie, un métier que vous connaissez. Et ce qui a été extraordinaire, c'est la transformation formidable de ce métier, en particulier grâce à la déréglementation du marché de l'énergie aux États-Unis. Enron s'est transformé en un intermédiaire financier. Il a développé des métiers extrêmement abstraits, des métiers de domaine financier, et on estime par exemple que Enron a inventé à peu près 400 types de contrats nouveaux. Et nous ne devons pas oublier cet aspect parce que Enron, de ce point de vue-là, nous donne un exemple de la capacité extraordinaire des entreprises capitalistes à changer, non seulement à changer elles-mêmes, mais à changer leur environnement. Enron a été un modèle pour l'ensemble du marché de l'énergie, et ce modèle n'a pas disparu avec les difficultés d'entreprise, il a été imité. C'est une entreprise qui initialement a été extrêmement innovante. Mais étant innovante, elle s'est engagée sur un terrain mal connu. Et de là est venu en partie le problème d'Enron. Il est évident que maîtriser, même du point de vue comptable, des activités aussi sophistiquées et aussi abstraites que ces activités d'intermédiation financière est quelque chose de difficile et, par exemple, les pratiques comptables à utiliser n'étaient pas du tout déterminées avant l'aventure d'Enron et personne n'était capable de dire quelles étaient les techniques à utiliser. Ce que je veux souligner, c'est que l'échec d'Enron, l'échec d'une firme, ce n'est pas l'échec de son modèle. Nous devons savoir tous, par notre expérience, que l'erreur est humaine et que bien souvent, nous apprenons à partir de nos erreurs. Alors Enron a été la victime d'un certain nombre de causes, le retournement conjoncturel, la baisse du profit du fait de l'entrée d'imitateurs sur son marché, et bien sûr, des erreurs de ses dirigeants et des fraudes même, car c'est le terme qu'on peut utiliser, des fraudes qui ont été faites à cette occasion. Je le signale au passage, le marché s'était rendu compte, un an avant la faillite d'Enron, qu'il y avait des problèmes et le cours du titre avait baissé de moitié en un an. Ce que je veux dire par là, c'est que le marché est extrêmement sensible, beaucoup plus qu'on ne le croit, et de ce point de vue-là, il joue un rôle de régulation indispensable. Et par contraste, la SEC, l'organisme chargé de contrôler les entreprises américaines, avait été complètement absente. Les comptes d'Enron n'avaient pas été contrôlés par la SEC depuis 1996, la faillite a eu lieu en 2001. Je signale ceci parce que on réclame constamment une régulation plus importante par des organismes indépendants pour essayer de stabiliser le capitalisme. Eh bien, nous voyons que cette faillite d'Enron n'a absolument pas été prévue par les organismes officiels, par les régulateurs, et qui n'ont rien fait pour l'empêcher, ils n'ont rien fait pour donner l'information nécessaire pour le marché.
Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que le cas Enron, on en parle beaucoup, peut-être justement parce que c'est plus ou moins un cas unique. C'est un cas isolé, et on ne peut pas, de ce cas isolé, tirer l'idée générale que le capitalisme serait foncièrement instable. Et pour ma part, je voudrais presque en tirer la leçon inverse. Autrement dit, il est tout à fait clair que la perfection n'existe pas. Toute activité économique implique des risques. Et ces risques peuvent conduire à la faillite. Je l'admets tout à fait, dans le cas d'Enron, cette situation a été aggravée par les erreurs des dirigeants, par leur fraude. Ils ont par exemple caché la réalité pendant longtemps. Ils ont fait croire que l'activité était rentable alors qu'elle ne l'était pas. Mais ceci, de toute façon, est peut-être secondaire dans l'aventure, parce que même s'ils avaient été plus honnêtes avec leurs actionnaires et avec leurs salariés, je pense qu'ils n'auraient pas pu empêcher la faillite. L'erreur, donc, est inévitable, elle arrive, mais précisément elle est rare. Nous avons à travers le monde des millions de grandes, petites, moyennes entreprises. Et nous avons un cas Enron, un cas WorldCom, etc. Ce qui est extraordinaire, justement, c'est que ces cas soient aussi rares. Et je voudrais, à propos de cet exemple, en ajouter un autre. Vous le savez tous, l'une des victimes de l'affaire Enron, ça a été la firme d'audit Andersen. Andersen avait bâti sa réputation sur une déontologie très stricte, parce que dans les années 30, ils avaient dénoncé les pratiques comptables de l'un de leurs gros clients. Or, parce que 1, 2 ou 3 employés de cette entreprise, Andersen, ont failli à leur mission, ont caché la vérité, ont maquillé les comptes, l'entreprise, 80 000 personnes, a disparu. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et pour moi, c'est la preuve que lorsqu'il y a une erreur dans un système de marché, dans un système de concurrence, dans un système capitaliste, l'erreur est sanctionnée. Le marché a besoin d'honnêteté. Le marché a besoin de transparence. Comparé à cela, les erreurs qui sont faites dans la sphère publique, et la sphère publique continue comme si de rien n'était. Par exemple, en France, nous avons eu un grand scandale avec une banque, le Crédit Lyonnais, qui était une banque publique, qui avait été nationalisée par l'État, avec un déficit absolument terrifiant, que tous les contribuables ont dû payer. Eh bien, personne n'a été sanctionné, la banque a continué à fonctionner, et les contribuables, donc, ont payé, ont fait peser sur autrui le poids des erreurs de gestion. Avec l'affaire Enron, le marché a appris. Le marché a appris, par exemple, que certaines pratiques comptables devaient être abandonnées. Il a appris, parce que c'était l'un des problèmes d'Enron, qu'il était important non seulement de s'intéresser aux comptes de l'entreprise mère, mais qu'il fallait s'intéresser à tout ce que l'on appelle le hors-bilan, toutes les entreprises filiales qui ont joué un rôle très important dans la faillite de Enron et qui aidaient Enron précisément à cacher ses difficultés. Les firmes d'audit ont appris à introduire des procédures de contrôle interne plus strictes de manière à éviter ce qui est arrivé à Andersen. Par conséquent, il me semble que cet exemple, il nous montre que le capitalisme a des facultés d'adaptation qui sont considérables. Bien entendu, il y a des erreurs, mais nous ne devons pas comparer le capitalisme à un monde idéal où les erreurs n'existeraient pas, où les malhonnêtetés n'existeraient pas. Nous devons comparer cette affaire à un monde réel où le risque existe, où l'information est toujours imparfaite, où il existe des gens malhonnêtes, etc., etc. Et ma conviction, c'est que, étant donné ce monde imparfait, le capitalisme
est, malgré tout, le système qui permet le mieux d'éviter la plupart des imperfections. Alors, le moment est peut-être venu pour moi de définir ce qu'est le capitalisme après avoir évoqué cet exemple. Bien souvent, on dit que le capitalisme est un système de propriété des facteurs de production. Je crois que cette définition est trop étroite. D'abord, l'idée même, l'expression même de facteur de production est contestable. Et je préférerais pour ma part dire que le capitalisme est un système où le capital est possédé privativement. Mais ceci me paraît insuffisant. Et je préférerais définir le capitalisme comme un système de droit de propriété privée. Et même plus précisément, comme un système de droit de propriété légitime. Et c'est ça qui me paraît important dans le capitalisme, c'est ça qui me permet de dire que le capitalisme est un système qui est fondé d'un point de vue éthique. En effet, nous connaissons à travers le monde des régimes dictatoriaux où le pouvoir distribue de l'argent à tous ses alliés, à des entreprises, à des bureaucrates, etc. Ce qui veut bien dire qu'il y a appropriation privée de ressources, mais cette appropriation, elle n'est pas légitime, elle est le résultat de la contrainte. Ce qui fait la différence entre le capitalisme et d'autres systèmes, c'est l'absence de contrainte. C'est le fait que les êtres humains agissent de manière libre. Et c'est ça, pour moi, qui fonde la légitimité du capitalisme. C'est un système de libre décision, de libre action des individus, où les droits de propriété privés ont un rôle important et où les droits de propriété privés sont légitimes. Qu'est-ce que j'appelle des droits de propriété légitimes? Je voudrais pour cela faire deux remarques. Première remarque, nous vivons dans un monde de rareté, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas, chacun d'entre nous, profiter de tous les biens qui sont produits dans le monde. Il faut nécessairement définir des exclusions. Et les droits de propriété servent à cela. Ils permettent de dire que telle personne a le droit d'utiliser telle ressource à l'exclusion de tout autre. Et c'est pourquoi, dans toutes les sociétés humaines, les droits de propriété existent. Mais souvent, ils sont définis de manière floue, comme c'est le cas dans les sociétés collectivistes, où l'on prétend que les richesses appartiennent à la nation, appartiennent à la collectivité. En réalité, ils sont évidemment accaparés par des personnes précises. Donc bien souvent, les droits de propriété sont définis de manière floue, et surtout, ils ne sont pas définis de manière légitime. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que les richesses humaines sont toujours créées par des efforts humains, des efforts de réflexion, des efforts d'action humaine. Nous ne vivons pas de cueillette, nous vivons du fruit de notre activité, du fruit de l'exercice de notre raison. Et ceci est important parce que trop souvent, dans les problèmes sociaux, on raisonne comme si les richesses existaient et que le seul problème était de les répartir. Les richesses sont créées par des efforts humains qui sont des efforts individuels. Dans une société libre, les individus, qui donc sont libres, peuvent être considérés comme propriétaires d'eux-mêmes. Une définition possible de la liberté, c'est bien celle-là. Être libre, c'est être propriétaire de soi-même, c'est-à-dire ne pas subir la contrainte d'autrui. Mais si on est propriétaire de soi-même, on est logiquement et légitimement propriétaire du produit de son activité. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas séparer les droits de propriété de l'être humain, de sa personnalité, de son action. J'appelle par conséquent légitimes les droits de propriété qui résultent de l'action libre des êtres humains. Et c'est pour ça que je pense que le capitalisme est un système
qui est éthiquement fondé, parce qu'il est le seul régime qui reconnaît la légitimité des droits de propriété fondés sur l'action libre des individus. Alors vous me direz, il y a les droits, mais il y a les devoirs. Les devoirs sont la contrepartie des droits. Mais pour ma part, je voudrais souligner qu'il y a dans une société capitaliste un seul devoir universel, le devoir de respecter les droits d'autrui. Une fois que les droits de chacun ont été définis, c'est le devoir des autres de reconnaître ces droits. Quand je dis que c'est le seul devoir universel, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas d'autres exigences morales. Chacun de nous a son propre code moral et considère que c'est son devoir d'agir de telle ou telle manière, par exemple, d'être plus ou moins généreux, d'aider telle ou telle personne qui est dans le besoin. Mais il s'agit là de ce que j'appellerais des devoirs relevant de la morale personnelle et non pas de cette éthique universelle qui est l'éthique du capitalisme. Alors, ceci étant dit, nous pouvons replacer en perspective ce qu'est le capitalisme et les critiques que l'on adresse au capitalisme. D'abord, je voudrais souligner, je viens de le faire, qu'il est évidemment absurde de vouloir résumer le fonctionnement du capitalisme à partir d'un seul cas, par exemple, celui d'Enron que je viens d'évoquer. Mais je voudrais aussi souligner qu'il est critiquable d'interpréter le capitalisme comme étant purement et simplement le système des grandes entreprises. Le capitalisme, il permet l'émergence d'entreprises de toutes dimensions, petites, moyennes et grandes. Et en un sens, je serais même tenté de dire que l'existence des grandes entreprises résulte presque d'un miracle. Pour quelle raison? On est toujours tenté de dire que ce qui est grand fonctionne mieux, qu'il y a, pour utiliser une terminologie d'économiste, qu'il y a des économies d'échelle. Et donc, on est toujours à la recherche de la grande dimension. Et j'ouvre une toute petite parenthèse, c'est cette même tendance que l'on trouve en Europe lorsqu'on nous dit qu'il est nécessaire de construire à partir des différentes nations européennes une super nation européenne, parce que ce qui est grand serait meilleur. Pour moi, c'est une erreur fondamentale. Et je suis, comme cela a été rappelé tout à l'heure, favorable au contraire à la décentralisation la plus grande possible des décisions et des activités. Et je suis, de ce point de vue-là, bien sûr opposé à toutes les mesures d'harmonisation au niveau européen. Pourquoi la grande dimension n'est pas nécessairement bonne? Eh bien, parce que d'un point de vue technique, il y a bien sûr des cas où il est nécessaire d'avoir une échelle de production satisfaisante. C'est probablement le cas dans l'activité gazière dont vous parliez tout à l'heure. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a pas seulement la dimension purement technique des choses. Quand on parle des sociétés humaines, quand on parle des entreprises, il y a la dimension humaine. Or, plus une entreprise est grande, plus il est difficile d'organiser la coopération entre les membres de l'entreprise. Une entreprise, je le rappellerai plus précisément tout à l'heure, c'est quelque chose de très abstrait finalement. C'est un ensemble de contrats entre des individus extrêmement variés. C'est un système de coordination entre des individus qui ont des buts différents, des spécialités différentes. Et coordonner des activités de gens innombrables est quelque chose de difficile. Et de ce point de vue-là, il y a un risque dans le fait d'être grand. Et je le répète, il est donc miraculeux que certaines entreprises existent avec 100 000, 200 000, 300 000 employés. Elles existent
elle fonctionne bien souvent, ce qui signifie que nous devons une fois de plus admirer le génie des êtres humains qui est capable de mettre en place des systèmes de coordination aussi sophistiqués, aussi compliqués, mais peut-être aussi fragiles, précisément parce que ces ensembles sont complexes, parce qu'il est difficile d'utiliser au mieux l'information dans des ensembles aussi complexes. Le cas d'Enron est là pour nous le rappeler. Je voudrais aussi souligner que on a une vue distordue des choses quand on privilégie une définition du capitalisme à partir des grandes entreprises, parce que finalement, et peut-être pour les raisons que je viens d'indiquer, l'expérience prouve qu'elle représente une partie seulement de l'activité économique. Et il y a deux phénomènes de ce point de vue-là qui me paraissent frappants. Tout d'abord, contrairement à ce que l'on peut penser, l'innovation n'est pas nécessairement faite par des grandes entreprises. Un article relativement récent de The Economist soulignait que la plupart des grandes découvertes qui ont été faites au XXe siècle et qui ont transformé la vie quotidienne des gens n'ont pas nécessairement été faites par des laboratoires de recherche de grandes entreprises, mais par des petites ou moyennes entreprises très innovatrices, très flexibles, très adaptables. Et bien souvent, les grandes entreprises ont racheté à des entreprises plus petites des brevets qui avaient été ainsi développés. De la même manière, les grandes entreprises, partout dans le monde, sont en général des entreprises qui licencient de la main-d'œuvre. Et ceci peut se comprendre assez facilement. Ceci peut se comprendre facilement parce qu'il y a une vie de l'entreprise. Après tout, toute grande entreprise a d'abord été petite. Elle commence en innovant, en embauchant du personnel, et puis elle se développe, elle s'accroît, elle développe ses activités, et puis un jour ou l'autre arrive où il y a une sorte de saturation. Alors, que peut-il se passer à ce moment-là? Il y a des cas où elle continue à innover beaucoup elle-même, ou en achetant des brevets à d'autres entreprises. Et puis, bien souvent, il y a un rythme d'innovation qui est plus faible, et elle ne peut survivre, d'autant plus qu'il y a des concurrents qui sont entrés sur le marché et qui imitent ces innovations précédentes. Elle ne peut survivre qu'en faisant de la rationalisation, en économisant de la main-d'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle nous entendons dire très souvent que telle grande entreprise licencie 10 000, 20 000 personnes. Nous sommes toujours impressionnés par ces chiffres. Et nous avons le sentiment que le capitalisme, si on ramène le capitalisme au fonctionnement des grandes entreprises, est la cause du chômage. En réalité, dans un pays comme les États-Unis, où le taux de chômage est très faible, la création d'emplois est faite par les petites et moyennes entreprises, par celles qui sont les plus innovantes, qui ont le taux de croissance le plus élevé. Et par contre, il y a destruction d'emplois dans les entreprises plus importantes. Nous devons prendre, voyez, cette vue diversifiée et dynamique pour comprendre le fonctionnement du capitalisme. Et nous devons bien évidemment éviter de considérer que le capitalisme est un système dangereux pour l'emploi parce que les entreprises et leurs propriétaires n'ont qu'un souci, à savoir de licencier leurs salariés. Quand on parle d'entreprise, il faut d'ailleurs être très précis sur les termes que l'on emploie. L'économiste péruvien Hernando de Soto
souligne le fait qu'il y a en réalité trois sortes d'entreprises, ou plutôt trois sortes d'entrepreneurs. Il y a, et il parle pour son pays, des entreprises routinières qui se contentent de répéter d'année en année la même activité et qui n'innovent pas. Il y a des entreprises, souvent de grande dimension, que l'on peut appeler des entreprises nomenclaturistes, en ce sens qu'elles sont proches du pouvoir politique, qu'elles vivent de protection douanière, de subventions, de privilèges, de marchés protégés. Elles ne sont pas innovatrices, elles ne sont pas créatrices de valeur, elles ne sont pas représentatives du capitalisme. Et puis, nous dit Hernando de Soto, il y a la multitude des hommes qui vivent souvent dans la pauvreté, mais qui sont imaginatifs, qui inventent des moyens pour survivre en dépit des obstacles extraordinaires qui leur sont opposés par des réglementations excessives ou éventuellement également des impôts considérables. Et ces gens-là, dit-il, ce sont les vrais capitalistes, ceux qui sont capables d'innover, ceux qui sont capables d'imaginer un futur différent du présent, ceux qui sont propriétaires. La capacité à être propriétaire, c'est la clé du développement, nous le voyons dans le monde, mais en même temps, je le répète, c'est évidemment ce qui justifie, d'un point de vue éthique, le capitalisme. Alors, nous pourrions tirer beaucoup d'applications pratiques de ces quelques remarques générales. Je n'ai pas le temps d'en présenter beaucoup, mais je voudrais donner deux types d'exemples pour bien montrer, c'est ma conviction tout au moins, que chaque fois que l'on rencontre un problème économique et social, on s'aperçoit, si on creuse bien le problème, on s'aperçoit qu'il y a un problème parce qu'il y a un manque de capitalisme, contrairement à ce que l'on dit en général. Parce qu'il y a aussi un manque de responsabilité. Le capitalisme est un système qui permet la responsabilité tout simplement parce que être responsable, c'est supporter les conséquences de ses actes, et on est responsable en particulier quand on est propriétaire, parce que l'on sait quels sont ses droits et l'on sait ce que l'on peut faire, et si on a des conséquences qui sont dommageables pour soi ou pour autrui, on doit les supporter. Le premier exemple, le premier type d'exemple que je voudrais vous donner, c'est dans un domaine qui est bien souvent abordé par les écologistes. On nous dit constamment, les capitalistes, parce qu'ils poursuivent leur profit personnel, les capitalistes sont destructeurs de l'environnement. Eh bien, je crois que ceci est faux. Prenons l'exemple de la forêt amazonienne, dont on nous dit qu'elle est un bien collectif de l'humanité, qu'elle est un poumon de l'humanité. Il est tout à fait vrai qu'il y a des sociétés qui coupent du bois et qui par conséquent détruisent la forêt. Mais on oublie de dire une chose, c'est que le propriétaire de la forêt amazonienne, c'est l'État brésilien. Ce n'est pas des propriétaires capitalistes, bien au contraire. Et l'État brésilien donne des concessions à des entreprises que l'on appelle capitalistes, mais elles ne le sont pas vraiment puisqu'elles ne sont pas propriétaires. Et dans ce cas-là, évidemment, l'intérêt des exploitants, c'est de couper le bois et pas de replanter des arbres. Et c'est tout à fait frappant de voir que dans le monde, la forêt augmente là où elle est privée, c'est le cas en Europe, en dépit de la densité plus importante de la population, c'est le cas dans d'autres pays développés, ça l'est de plus en plus en Asie parce que les droits de propriété sont de mieux en mieux définis, et la forêt diminue partout où elle est une forêt publique, où il n'y a pas de droit de propriété, où il n'y a pas de capitalisme. L'un des drames de l'Afrique, justement, c'est bien cela. L'un des drames de l'Afrique, c'est que la terre, en général, appartient à l'État, et j'ai vu personnellement, de mes yeux,
la destruction des forêts opérée par le fait que les biens, les forêts étant considérées comme un bien collectif, tout le monde se sert de ce bien collectif, mais personne n'a intérêt à planter des arbres. Et on peut dire, de ce point de vue-là, qu'une partie de la désertification du Sahel en Afrique ne résulte pas de phénomènes climatologiques, mais résulte de phénomènes institutionnels, une insuffisance de capitalisme. De la même manière, avec les animaux, il y a des exemples tout à fait remarquables. On considère qu'il faut élaborer des conventions internationales pour défendre certaines espèces en voie de disparition, les éléphants, les tortues, etc. Et que font ces conventions internationales? Elles décident de collectiviser les espèces en question, en interdisant par exemple le commerce de l'ivoire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix de l'ivoire augmente sur le marché noir, parce qu'il y a toujours un marché noir. Et donc il y a une incitation à détruire, là encore, des troupeaux d'éléphants pour faire un profit, mais qui n'est pas un profit capitaliste. Bien au contraire, c'est un profit collectiviste, accaparé par certains aux dépens de la collectivité. Lorsque, comme cela a été le cas au Zimbabwe, on a privatisé les éléphants en décidant qu'ils étaient la propriété des villageois qui se trouvaient sur le territoire où étaient les éléphants, on a vu la conséquence. On crée un système d'incitation différent. Les villageois sont rationnels. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas intelligent, bien évidemment. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas être capitaliste, bien au contraire, n'est-ce pas? Et donc, les villageois pauvres ont rationnellement fait la gestion de leurs troupeaux. Et ils comprennent qu'il ne faut pas seulement tuer les éléphants pour vendre la viande ou l'ivoire, mais qu'il faut préserver l'espèce. Et en très peu d'années, le troupeau d'éléphants a tellement augmenté qu'il y en a trop. Et on fait des ventes aux enchères d'éléphants chaque année au Zimbabwe. La même histoire pourrait être répétée pour les rhinocéros, les tortues, etc. Dès qu'il y a une collectivisation, on peut être sûr que c'est la perte de l'espèce. Et donc il faut de ce point de vue-là se méfier de tous les discours d'inspiration écologiste qui prétendent que le capitalisme est hostile à l'écologie. C'est bien le contraire qui se passe. Je voudrais prendre un deuxième et dernier exemple, tout à fait différent, pour montrer quel est le rôle que peut jouer le capitalisme. C'est dans le domaine de la politique de stabilisation. Nous considérons tous, en effet, pas moi, mais nous considérons trop souvent les uns et les autres, que si l'on laissait les êtres humains agir spontanément, sans une régulation centralisée, par exemple de la politique économique, de la politique monétaire, il y aurait un risque d'instabilité. Il faut réguler le capitalisme pour éviter les excès. Mais nous devrions peut-être d'abord, pour commencer, regarder l'histoire. Et puisque je parle de la stabilisation économique et de la stabilisation monétaire, qu'est-ce que nous constatons? Dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu à peu près stabilité monétaire, à une époque où la monnaie n'était pas le plus souvent contrôlée par les États. À partir du XIXe siècle et surtout au XXe siècle, l'État a nationalisé la création monétaire. Il a considéré qu'il était nécessaire d'avoir des banques centrales et que les banques centrales devaient faire une politique monétaire. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que jamais dans l'histoire, nous n'avons eu autant d'instabilité, nous n'avons eu autant de crises monétaires, autant de crises de change, avec leurs conséquences destructrices sur l'emploi, sur l'activité économique, qu'au XXe siècle. Le XXe siècle est le siècle de la nationalisation de la monnaie, c'est le siècle de l'instabilité monétaire. Là encore,
il y a une insuffisance du capitalisme. Et pourquoi ça? Nous pouvons le comprendre très facilement. Replaçons-nous au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Il y avait à l'époque des billets de banque qui étaient convertibles en or ou en argent. Qu'est-ce que c'était un billet de banque? C'était un titre. Lorsque le client d'une banque allait déposer de l'or à une banque, il recevait en contrepartie un billet sur lequel il était écrit « Ce billet peut être échangé à tout moment par le porteur contre une certaine quantité d'or, par exemple 1 gramme d'or ». Il y avait un engagement contractuel entre un banquier, c'est-à-dire un capitaliste, et un client. Un engagement contractuel par des personnes libres, c'est le type même de l'activité capitaliste. Or, un contrat, ça doit se respecter. Et cela me conduit à souligner une fois de plus que le fondement du capitalisme, c'est l'honnêteté. Puisque le capitalisme, c'est la liberté d'action, c'est l'échange libre, c'est le contrat, et un contrat, ça s'honore. Imaginez, à cette époque, qu'un client revienne vers sa banque et dise au banquier, voilà, il est écrit que vous devez me donner 1 gramme d'or contre ce papier, donnez-moi ce gramme d'or. Et imaginez que le banquier lui dise, non, je vous donne un demi-gramme d'or seulement. Qu'est-ce que vous appelez cela si ce n'est du vol? C'est du vol. C'est ce qu'à notre époque on appelle une dévaluation. Alors vous aurez, chez les économistes, tout plein de théories pour expliquer les bienfaits de la dévaluation. On oublie une chose, c'est que la dévaluation, c'est du vol. On avait promis d'échanger une monnaie contre une autre à un certain prix, et quand on vient la changer, on vous dit non, le prix a changé de manière discrétionnaire. Vous voyez bien que nous avons là 2 mondes différents. Nous avons le monde de l'honnêteté, de l'engagement contractuel entre des personnes libres, qui est le monde du capitalisme. Et puis nous avons le monde discrétionnaire de l'État, parce qu'à notre époque, on considère assez curieusement que l'État n'a pas besoin de prendre des engagements, que les hommes de l'État peuvent, de manière totalement arbitraire, changer les règles du jeu, modifier les prix qu'ils ont annoncés. Eh bien, je répète, ceci est frontalement critiquable, c'est exactement l'inverse de ce qu'est le capitalisme. Et il est surprenant que l'on puisse encore dire que le capitalisme est fondamentalement instable et fondamentalement immoral. Il est d'ailleurs frappant de ce point de vue-là de constater qu'il y a eu, bien sûr, au XVIIIe, au XIXe siècle, des crises économiques. Parce que, une fois de plus, la réalité n'est jamais parfaite. Mais les crises économiques de cette époque, elles duraient très peu de temps, 1 an, 2 ans, alors que les crises économiques que nous avons connues au XXe siècle, elles durent longtemps, elles persistent des années, parfois des décennies même. Et la raison, c'est que précisément, il n'y a pas de système de régulation parce qu'il n'y a pas d'engagement contractuel entre des personnes qui sont responsables. Alors, après avoir évoqué ces problèmes macroéconomiques, j'aurais voulu évoquer le rôle de l'entreprise capitaliste. J'ai peu de temps pour le faire. Le sujet est vaste, bien évidemment. Permettez-moi de le faire juste en quelques mots, ce qui me permettra d'évoquer à nouveau le problème de l'éthique capitaliste. Rappelons-nous tout d'abord que l'entreprise capitaliste, ce n'est pas une construction qui a été décidée brutalement un jour. C'est quelque chose qui a émergé de l'histoire de manière spontanée. C'est le fruit de l'expérience et peut-être de la réflexion. Pourquoi les hommes ont choisi ce mode d'organisation plutôt qu'un autre? Eh bien, je crois que c'est parce que il est apparu que c'était le mode d'organisation, l'entreprise capitaliste, le plus efficace pour créer des richesses et le plus juste. Il y a toujours ces 2 aspects. Je crois qu'un système est efficace parce qu'il est juste d'abord. Comment peut-on imaginer que peu à peu ce modèle a émergé? Eh bien,
Les êtres humains sont différents. Ils ont tous des objectifs différents, des capacités qui sont différentes. Or, ils sont confrontés à un problème éternel qui est le problème de l'incertitude, le problème du futur. C'est une caractéristique de l'être humain qu'il est capable d'imaginer le futur, qu'il est capable de changer son environnement pour obtenir un futur différent de ce qu'il a eu dans le passé. Mais il y a des risques. Or, tous les êtres humains ne sont pas également capables de supporter le risque. Il y en a qui préfèrent avoir quelque chose de certain, de garanti, et puis d'autres qui sont prêts à accepter le risque, avec éventuellement, bien évidemment, le gain qui peut accompagner cette prise de risque. Il y a donc une spécialisation des tâches qui se fait dans l'entreprise. Je le rappelle, l'entreprise, c'est un système contractuel entre un certain nombre de personnages, et en particulier entre les propriétaires de l'entreprise, les salariés, puis aussi, bien sûr, les clients, les fournisseurs, les prêteurs. Les propriétaires de l'entreprise promettent, par contrat, des rémunérations certaines aux salariés, aux prêteurs de capitaux, etc. Et puis, parce que précisément, ils font cette promesse de payer en tout état de cause, sauf s'il y a faillite, ils supportent un risque. Si les recettes de leur activité ne sont pas suffisantes pour couvrir leurs coûts, eh bien il y a des pertes, ils perdent leur capital, ils perdent le temps qu'ils ont mis dans l'entreprise. Ils espèrent bien évidemment obtenir un gain, mais le profit a une nature purement résiduelle. C'est ce qui reste une fois qu'on a respecté tous les contrats qu'on a signés. Et donc l'entreprise capitaliste joue ce rôle important de permettre une prise en charge du risque par ceux qui sont les plus aptes à le prendre en charge. Ils sont rémunérés pour cela. Et de ce point de vue-là, nous ne pouvons jamais dire que le profit est excessif ou insuffisant. Nous ne pouvons pas, de l'extérieur, porter un jugement de valeur parce qu'il n'y a pas de normes qui nous permettent d'évaluer le profit. Il y a des règles du jeu qui sont des règles du jeu justes et efficaces. Le salarié reçoit ce qu'on lui a promis, le prêteur reçoit l'intérêt qu'on lui a promis. Ce qui reste, c'est pour l'entrepreneur, le propriétaire, et il est légitime précisément qu'il soit l'organisateur du travail dans l'entreprise parce que c'est lui qui supporte le risque. Sa rémunération dépend des décisions stratégiques qui sont prises dans l'entreprise. Alors, je ne veux pas insister sur cette nature de l'entreprise, il y a d'autres rôles de l'entreprise que l'on pourrait souligner, mais à partir de cette idée, il y a donc un ensemble de contrats entre des gens qui ont des rôles différents, je voudrais revenir un tout petit peu au problème de l'éthique et souligner ceci, c'est que les propriétaires d'une entreprise ont un seul devoir universel, le devoir d'honorer leurs engagements, le devoir de payer les salaires qu'ils ont promis, de payer les intérêts qu'ils ont promis, de payer leurs fournisseurs. Ça, c'est leur devoir. Et une fois de plus, ce devoir universel est l'un des fondements éthiques du capitalisme. Alors, ils peuvent, à titre individuel, considérer qu'ils ont d'autres devoirs, des devoirs que j'appelle personnels, et non pas des devoirs universels. Et je vous prends juste un exemple. Tout à l'heure, j'évoquais cette idée que l'on reproche souvent au capitalisme d'être sans cœur, de ne pas hésiter à licencier des employés. Et c'est vrai que le licenciement est un drame humain, bien souvent. Il l'est beaucoup plus dans un pays comme le mien, où il y a un taux de chômage élevé, qu'il ne l'est dans un pays où on retrouve facilement un emploi, bien entendu. Mais je le souligne au passage, le problème du chômage et le problème humain du chômage, il vient essentiellement du fait qu'il y a une insuffisance de création d'emplois, il ne vient pas du fait que certaines entreprises licencient. Parce que je le rappelais tout à l'heure, le fait d'économiser de la main-d'œuvre, c'est parfois la condition de survie d'une entreprise, et c'est de ce point de vue-là justifié. Nous ne pouvons pas rendre une entreprise responsable d'un problème global qui vient, à mon avis, des politiques économiques, d'un excès
de taxation, d'un excès de réglementation. Donc, si une entreprise licencie un salarié, je le répète, c'est bien sûr souvent un drame humain. Et comment peut réagir l'entrepreneur? Nous pouvons très bien imaginer un entrepreneur qui est sensible à ce drame humain et qui décide de ne pas licencier un salarié alors qu'il n'en a pas besoin, mais parce qu'il veut lui éviter ce drame. Cela me paraît tout à fait légitime. Il a un devoir universel qui est de payer le salaire à tous ses salariés. Il n'a pas le devoir universel de garder les salariés même s'ils ne sont pas rentables. Mais s'il veut le faire, il a le droit de le faire parce qu'il est responsable. Les conséquences, c'est lui qui les supporte. Son profit sera plus faible parce qu'il a renoncé à licencier un salarié dont il n'avait pas besoin pour des raisons qui correspondent à sa propre éthique personnelle. Or, il y a une très grande différence, voyez-vous, entre cette situation et la situation où, par exemple, l'État décide de ne pas licencier des employés d'une entreprise publique, bien qu'il y ait beaucoup trop de main-d'œuvre dans l'entreprise en question et que l'activité n'est absolument pas profitable du fait de cet excès de main-d'œuvre, parce que celui qui décide de maintenir l'emploi dans l'entreprise publique, c'est pas lui qui supporte les conséquences. Il ne supporte pas les conséquences sur son patrimoine. Ce sont les autres, ce sont les contribuables. Et de ce point de vue-là, la décision, elle est immorale du point de vue de l'éthique universelle, même si bien entendu, pour les personnes concernées, elle est satisfaisante. Mais n'oublions pas que si on réalise de manière implicite ici, ainsi un transfert, par l'impôt, on permet le maintien de l'activité dans l'entreprise publique, mais l'impôt, il est bien prélevé sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'il va diminuer la rentabilité des activités privées et qui va créer du chômage ailleurs. Donc il y a, comme disait Frédéric Bastiat, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. C'est un petit livre qui a été traduit en slovaque, j'ai vu, qui est en vente là-bas. Il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Ce qui ne se voit pas, ce sont bien évidemment les destructions qui sont faites par ailleurs. Alors, je sais que j'ai déjà dépassé mon temps de parole, mais je voudrais quand même dire quelques mots à propos de la concurrence. Parce que je crois que le problème de la concurrence, il est très proche du problème que nous venons d'évoquer. Qu'est-ce que c'est que la concurrence? La concurrence, c'est la liberté d'entrer sur un marché. Et par conséquent, ça me paraît être une conséquence naturelle de ce que j'ai précisé tout à l'heure, une conséquence naturelle du capitalisme, qui est lui aussi défini comme la liberté d'agir dans le cadre des droits de propriété légitimes. La concurrence, c'est l'expression de la liberté contractuelle. C'est le fait que l'on permet à tout individu, lorsqu'il est propriétaire légitime de lui-même ou du fruit de son activité, d'utiliser ses droits comme il l'entend, d'entrer en contact avec autrui, d'entrer sur un marché pour proposer ses services. Et de ce point de vue-là, on fait, je crois, des erreurs d'interprétation importantes à propos de la concurrence. Lorsque nous avons une situation de concurrence, comme je viens de la définir, à savoir liberté d'entrer sur un marché, un point, c'est tout. Le résultat de cette situation, c'est l'innovation, c'est la différenciation. Friedrich Hayek définissait la concurrence comme un processus de découverte. En effet, si les producteurs sont en concurrence, c'est difficile pour eux, bien évidemment, ils n'ont pas de marché protégé, et ça veut dire qu'ils sont incités indéfiniment à faire mieux que les autres, à innover, à proposer des produits qui sont meilleurs et qui sont à un prix plus faible, qui sont donc produits dans des conditions techniques qui sont meilleures. Donc la concurrence est un facteur fondamental de progrès économique, et je répète, cette concurrence, elle repose sur la liberté individuelle. Or, assez étrangement,
Il existe une théorie dominante de la concurrence, celle qu'on enseigne bien souvent aux étudiants de première année, mais aussi celle qui inspire les législations sur la concurrence, qui sont censées être des législations protectrices de la concurrence, qu'on appelle parfois des législations antitrust ou anti-monopole. Cette théorie dominante de la concurrence consiste à dire que la concurrence implique qu'il y a un très grand nombre de producteurs qui produisent le même produit dans des conditions équivalentes. Et on démontre d'ailleurs que dans ces conditions, le profit tend vers zéro. Et par opposition, bien entendu, on va définir le monopole comme une situation où il y a un seul producteur sur un marché, avec l'idée sous-jacente que ce monopoleur risque d'exploiter les consommateurs. La théorie traditionnelle de la concurrence, elle repose donc sur cette idée que lorsqu'il y a un seul producteur sur un marché, il a un pouvoir de marché, alors qu'un grand nombre de producteurs empêchent l'émergence de ce pouvoir de marché. Mais je voudrais souligner au passage, l'idée d'un pouvoir de marché, c'est une idée qui est incohérente. Sur le marché libre, il n'y a pas de pouvoir qui s'exerce. Dans la sphère publique, il y a le pouvoir, bien sûr, mais sur un marché libre, où il y a liberté contractuelle, où il y a droit de propriété légitime, il n'y a pas de pouvoir. Il y a simplement la liberté d'entrer sur un marché. L'erreur que l'on fait dans la théorie traditionnelle de la concurrence, et je le répète, c'est important parce que ça inspire les législations, celles de l'Europe, par exemple, n'est-ce pas, toutes les décisions au niveau européen, l'erreur que l'on fait, c'est d'avoir une vision technique des problèmes économiques. On considère que pour produire un bien, il y a une technique optimale, et par conséquent, la meilleure situation, c'est celle où un grand nombre de producteurs utilisent cette technique et sont incapables d'avoir une position particulière sur le marché. Mais cette vision purement technique est une vision critiquable, et pour ma part, je la considère comme étant plus proche finalement de la description d'un système collectiviste que d'un système de marché, que d'un système capitaliste. La théorie traditionnelle de la concurrence, c'est une théorie du collectivisme, où les directeurs d'usines reçoivent des prescriptions pour utiliser telle ou telle technique. La réalité humaine, elle est toute différente. La réalité humaine, c'est celle des entrepreneurs. L'entrepreneur qui regarde le marché, qui essaie de répondre aux besoins du marché, et qui pour cela est toujours incité à innover. Or, celui qui est innovateur, il est le premier sur un marché. Il a 100% de part de marché. Si nous regardons les choses de l'extérieur avec une vision purement comptable et technique, nous sommes tentés de dire « Ah, ce producteur a 100% de part de marché, il est monopoliste, il faut l'empêcher d'avoir cette position, il faut le réglementer, il faut lui imposer des contraintes, il faut l'obliger. » C'est terminé. Oh, vous êtes trop généreux, vous me donnez 5 minutes, je vais en prendre une. Il faut par exemple diviser, c'est ce qu'on a essayé de faire par exemple aux États-Unis avec Microsoft. Or, il y a deux sortes de monopoles. Il y a le monopole provisoire qui résulte de l'innovation, parce qu'un entrepreneur est particulièrement innovateur, il a une part de marché qui est égale à 100%. Et ça, c'est au profit de tout le monde. Il n'exploite pas le consommateur, il lui rend service. Et puis à l'autre monopoleur, celui qui a un monopole parce qu'il bénéficie d'un privilège étatique qui interdit à un concurrent d'entrer sur le marché. Et ce monopole-là, il va durer indéfiniment. Personne ne peut venir le concurrencer. Et ce monopoleur, il n'a pas besoin d'être efficace. Il n'a pas besoin de proposer des produits qui sont satisfaisants. Or, vous voyez que le paradoxe que nous vivons à notre époque, parce qu'on est toujours en train d'attaquer le capitalisme et de suggérer que seul l'État serait capable de réaliser l'intérêt général, on s'attaque au monopole privé qui résulte de l'innovation et on laisse durer pour toujours des monopoles qui reposent sur la contrainte et qui, par conséquent, à mes yeux, ne correspondent pas
à des principes éthiques que j'ai développés. Alors je sais que défendre le capitalisme, c'est pas une chose aisée à cause des tabous qui règnent dans les opinions de nos pays. J'ai essayé de le faire parce que c'est ma conviction, c'est mon devoir personnel de défendre le capitalisme. J'ai essayé de vous proposer un certain nombre d'arguments en cela, et je crois vraiment qu'il ne faut pas avoir honte de défendre le capitalisme si on explique de manière précise ce qu'il est, sur quels sont ses fondements, et nous ne devons pas avoir honte de défendre le capitalisme parce qu'il est bien entendu la source du progrès, mais surtout parce qu'il est le seul moyen de réaliser une société d'hommes et de femmes libres. Je vous remercie.